Bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, on parle aujourd'hui de la bataille d'Alésia. La bataille d'Alésia fait partie des événements très bien connus de l'Antiquité pour les historiens et les archéologues. Pourtant, cela n'empêche pas toutes sortes de gens de déclarer tout et n'importe quoi sur cette bataille et surtout sur sa localisation, comme Franck Ferrand par exemple. Et vous savez que depuis des années maintenant, je défends la thèse d'une Alésia jurassienne. Sauf qu'Alésia n'est pas dans le Jura, mais en Bourgogne. On revient à la réalité avec Vivien Barrière et Clément Salviani. Pour parler aujourd'hui de la bataille d'Alésia, je suis avec Vivien Barrière, qui est maître de conférence en histoire et archéologie à l'université de Cergy-Pontoise. Bonjour. Bonjour. Et Clément Salviani, qui est chargé de recherche et doctorant contractuel à l'Institut national d'histoire de l'art. Bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui de la bataille d'Alésia, et plus précisément de sa localisation, qui est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est un débat qui, sur le plan savant, est clos, puisqu'on sait qu'Alésia, le site de la bataille, se trouve en Bourgogne, sur le site du Mont Auxois, mais médiatiquement, d'une certaine façon, n'est pas tout à fait clos. Il continue d'y avoir un bruit médiatique autour de gens qui clament qu'Alésia se trouve ailleurs, et c'est des gens qui ont une certaine visibilité, et donc ça continue d'agiter un petit peu, alors que du point de vue savant, les choses sont refermées. Et donc, je trouvais intéressant d'en parler parce que ça révèle une forme d'indistinction assez contemporaine sur ce qu'est un fait historique, sur ce qu'est une vérité historique, sur le fait même qu'on puisse dire la vérité en histoire, en tant qu'historien, en tant qu'archéologue. Et donc on va essayer d'en parler ensemble, en expliquant pourquoi Alésia se trouve bien en Bourgogne, et comment fonctionne ce débat qui n'est finalement moins un débat savant, mais une manière de travailler la question de la vérité en histoire, de l'administration de la preuve en histoire. Alors peut-être pour commencer, je ne sais pas qui veut le faire, mais ce serait bien de rappeler ce que c'est qu'Alésia et ce qu'a été cette bataille qui a eu lieu en 52 avant notre ère. Bien. Oui, alors la bataille d'Alésia oppose les troupes de César aux troupes gauloises de Vercingétorix, donc une coalition d'un certain nombre de peuples gaulois qui ont répondu à son appel, et César est en train de faire mouvement vers la province, c'est-à-dire vers le sud de la Gaule, et il est alors attaqué par la cavalerie gauloise de Vercingétorix, qui est repoussée, notamment parce que César a perçu des mercenaires germains peu avant et a opéré la réunion de ces différentes légions. Et finalement, le chasseur devient chassé. Vercingétorix trouve refuge à Alésia, donc sur le mont Auxois. Il est poursuivi par César qui va ensuite investir la place. Alors il y a deux lignes de fortification. Une ligne de fortification qui est destinée à empêcher Vercingétorix et ses troupes de sortir d'Alésia, et une deuxième ligne de fortification que César fait construire pour empêcher l'armée de secours que Vercingétorix a réclamé de venir le prendre en tenaille. Alors cette armée de secours, ça permet peut-être de dire un mot du contexte plus général. On est dans un affrontement qui dure depuis longtemps. C'est la guerre des Gaules que César raconte, et c'est la principale source, on y reviendra sans doute. Pourquoi ça culmine à ce moment-là ? Qu'est-ce qui fait que l'affrontement est arrivé à ce lieu, à ce terme ? Alors ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, la bataille d'Alésia, elle ne culmine que parce que César veut bien dire que ça culmine. Pour lui, c'est une manière de clore son récit sur la campagne, de dire que c'est après cet événement qu'il ne se passe plus rien. En réalité, c'est légèrement différent. Il continue d'y avoir des escarmouches, des combats, des sièges légèrement après la bataille d'Alésia, mais le fait que Vercingétorix se rende et qu'on mette un terme à cette coalition politique de peuples gaulois qui d'habitude n'ont pas trop tendance à s'allier entre eux contre les Romains. Il faut rappeler que les Romains sont présents en Gaule depuis des décennies, que les Romains ont vaincu plusieurs peuples gaulois dans les dernières décennies du IIe siècle avant Jésus-Christ, qu'une bonne partie de ces peuples ont des relations diplomatiques et politiques avec Rome en tant que parfois même peuple ami, peuple client ou peuple ami, qu'ils envoient une partie de leur aristocratie se former militairement à Rome. Et donc, si le récit d'Alésia, c'est un récit qui culmine, c'est avant tout parce que César veut mettre ici un terme à son entreprise personnelle, qui consiste à dire « j'ai fini de mettre du calme, de l'ordre dans cette province, dans cette région plutôt, que lui appelle Gaule et qu'il décrit lui et qu'il définit comme une réalité romaine. Et finalement, la Gaule et les Gaules sont avant tout une réalité romaine, et donc c'est un terme à son projet personnel, avant tout. Ce terme à son projet personnel fait donc d'Alésia une date très marquante, et cette date très marquante, elle a été aussi vue comme telle au moment où, au XIXe siècle, on se cherche des origines et on cherche dans le peuple gaulois, ou un prétendu peuple gaulois, parce que justement il y a cette diversité dont vous parliez, on cherche cette origine, et donc on va ériger Alésia en moment absolument marquant, au moment de l'unité éphémère ou l'unité trop tardive de combattants obligés de céder finalement face à la puissance romaine. C'est en particulier sous le Second Empire que cette vision va se développer très fortement. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette période ?
Oui, il y a tout un contexte de celtomanie, d'engouement pour le gaulois au XIXe siècle, et même avant d'ailleurs le Second Empire. Aimé des Thierry, voilà par exemple. sous la monarchie de Juillet. Donc ça doit commencer dans à la fin des années 1820 et se poursuivre par la suite. Et c'est d'ailleurs là-dessus, sur cette vague, que va surfer Napoléon III par la suite. Donc il y a tout un engouement pour le gaulois. On est aussi à la recherche d'un ancêtre pour le peuple français. C'est le duc d'Aumale qui dit que Vercingétorix c'est le premier des Français. Le premier des Français. Et on trouve dans cette figure une espèce de proto-roi de France, puisqu'il a coalisé un certain nombre de ces peuples gaulois. Et en plus, un roi de France qui a l'avantage de ne pas être capétien à une époque où évidemment le retour à l'ancien régime est compliqué à envisager, à admettre pour énormément de gens. Oui, c'est tout à fait exact. Et donc Napoléon III, qui lui est intéressé d'abord par le personnage de Jules César, comme son oncle Napoléon Ier d'ailleurs, va rencontrer en fait l'archéologie de la Gaule romaine, va rencontrer Vercingétorix. À cette occasion, il va vraiment se passionner, financer sur sa cassette personnelle des travaux, créer la commission de topographie des Gaules. Le musée d'archéologie nationale aussi à Saint-Germain-en-Laye, qui est issu en fait des travaux de la commission de topographie. Et ce qui est marrant, c'est que la France n'est pas la seule en fait. On essaye de faire d'Alésia une exception quasiment, mais en réalité, on est dans une époque où toutes les nations européennes se construisent d'ailleurs en tant que nations. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs à l'école, l'émergence des nationalités, des identités nationales. En Allemagne, le premier héros allemand, c'est Arminius. C'est ce Germain qui va trahir finalement les légions romaines de Varus et qui va permettre le désastre de Teutobourg. Il s'appelle Hermann, littéralement en allemand moderne. Il y a des statues qui lui sont élevées. C'est aussi à une époque où la France commence à trouver ses dernières frontières géographiques, et donc on cherche aussi les premières anciennes frontières naturelles d'un royaume de France tel qu'il n'existait pas, mais en tout cas d'une identité française, dans cette Gaule chevelue, cette Gallia Comata que César met à terre, en allant jusqu'au Rhin, en allant jusqu'au nord de la France. Et donc finalement, on a une recherche d'identité, de racines à la fois territoriales et de peuple. C'est aussi à cette époque-là qu'on commence à découvrir un peu de linguistique indo-européenne, ancienne, et donc on va chercher les racines directes de la population française, qui n'est pas juste faite de l'agrégation des Francs sur des Romains, mais bien en fait d'une racine plus ancienne qui serait les Gaulois, qu'on veut voir comme un peuple uni, alors que la réalité est bien différente. Et donc c'est à cette époque que se fait l'identification, pour la première fois de manière fondée par des fouilles, entre le site antique d'Alésia et puis la localité moderne d'Alise-Sainte-Reine en Bourgogne. Disons que c'est la première fois qu'il y a des investigations archéologiques, c'est-à-dire qu'on va chercher à démontrer. Mais les antiquaires, les ancêtres des archéologues, ces érudits passionnés d'antiquité, depuis longtemps quand même, défendent majoritairement l'idée que Alésia correspond au site d'Alise-Sainte-Reine. On a un moine, Éric d'Auxerre, qui au IXe siècle, en parlant de la translation des reliques de Sainte-Reine, justement d'Alise à Flavigny, raconte que c'est là qu'avait eu lieu la bataille d'Alésia. Notamment parce qu'il trouve un manuscrit, une copie de la guerre des Gaules, parce que lui il travaille dans un scriptorium carolingien, il me semble, et c'est en parlant du fait qu'il avait sous la main une copie de Jules César qu'il dit c'est pas étonnant qu'on ait une copie de la guerre des Gaules, puisque la bataille a eu lieu juste en face, à quelques kilomètres. Donc une identification médiévale, une transmission ensuite, une mémoire locale, et puis des premières fouilles, des fouilles qui sont en même temps évidemment loin, on l'imagine, des fouilles que l'on fait aujourd'hui. Oui, mais ce sont les techniques modernes de l'époque. Donc, oui, paradoxalement, c'est des fouilles de plutôt bonne qualité pour l'époque. Oui, c'est comme c'est la pointe, c'est ce qui se fait de mieux. Pour parler des fouilles, disons, faites dans les années 60, quand on est retourné aux archives de ces fouilles dans la deuxième moitié du XXe siècle, on s'est rendu compte qu'on était très loin des grands trous ouverts par Schliemann, par exemple à Mycène ou à Troyes. On était sur des fouilles menées par avant tout un militaire qui savait ce que c'était qu'une levée topographique, qui avait commandé de l'artillerie avant, donc qui savait ce que c'était qu'un plan, que c'était qu'une coupe, que c'était qu'une topographie, et qui surtout savait ce que c'était qu'un siège, puisqu'il avait été formé à ça. Et donc, on a retrouvé petit à petit, en retournant sur ses travaux à lui, toutes ces tranchées de fouilles qu'il avait faites, et qui sont finalement plutôt bien faites. On est plutôt sur des fouilles de bonne qualité pour les années 1860 au regard de nos standards actuels. On a à la fois des grands chercheurs, les grands noms du moment, les gens de l'Institut, de la commission de topographie des Gaules, etc., qui organisent tout ça. Et puis à l'autre bout de la chaîne, on a aussi
des gens d'Alise, des gens de Flavigny, qui sont des agriculteurs ou en tout cas des gens qui connaissent bien le terrain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une implication directe de Napoléon III, qui, il signe pas les courriers lui-même, mais il fait passer des consignes, vider la tranchée entre A et B. On a vraiment des consignes comme ferait un directeur de fouille aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, le directeur de fouille, il est sur le terrain. mais il va venir sur le terrain d'ailleurs. Oui, il fait plusieurs fois des visites. Alors la technique, en fait, la principale différence avec nous, c'est que nous, généralement, aujourd'hui, on pratique plutôt des extensions planimétriques ouvertes sur des grandes surfaces qui permettent d'observer horizontalement la séquence stratigraphique. Tandis qu'à l'époque, c'est des politiques de tranchées. On fait des séries de tranchées parallèles qui ont pour but de venir couper les vestiges. Et quand on vide ces tranchées, à certains endroits, on s'aperçoit que la roche, au fond, a été creusée. Donc c'est comme ça qu'on trouve le fossé. Et on décale 10 mètres plus loin, 100 mètres plus loin, on en fait une nouvelle. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire en 4 ou 5 ans, donc en 1861, 1865, qui vont réussir à faire un plan tout à fait correct des lignes césariennes. Alors un plan correct qui, sur le moment même, pourtant, est contesté par d'autres localités, parce que on s'aperçoit qu'au XIXe siècle déjà, plein de gens revendiquent qu'Alésia se trouve chez eux, se trouve dans le Jura, se trouve en Franche-Comté, se trouve ici ou là. Et donc il y a déjà de premières controverses quant à la localisation, sachant au passage, on peut peut-être ajouter que les localisations de batailles antiques, c'est un petit peu un sport incertain. Il y a un certain nombre de lieux que des gens cherchent à identifier, n'arrivent pas à identifier. La bataille de Gaugamel, on ne sait pas exactement où elle a eu lieu en 331 avant notre ère. La bataille de Cannes, pendant la Seconde Guerre punique, on discute de quel côté de la rivière se serait déroulée la bataille. Voilà, il y a quand même un certain nombre, à chaque fois qu'on cherche à localiser exactement sur le terrain ce qui est raconté par des sources textuelles, narratives antiques, on est parfois dans des difficultés. Oui, parce que le principe même d'un champ de bataille, c'est que c'est un établissement qui est très temporaire finalement. Il se passe que quelques heures ou quelques jours, dans le cas de la bataille de Cannes, pendant lequel des gens sont en train de se tuer. Mais contrairement à ce qu'on peut voir dans certains films, on ne laisse pas un grand aplat de cadavres et leurs armes sur place. On va nettoyer le champ de bataille puisqu'on y récupère plein de choses. Le point particulier du siège, contrairement à Gaugamel et Cannes, qui sont des batailles rangées, des batailles de plaine, des batailles d'encerclement, des batailles de double encerclement ou des batailles de marteau et de l'enclume pour Gaugamel, les choses se passent assez rapidement finalement. À Alésia, on a 2 mois de présence avec quand même 60 000 soldats romains qui eux sont rompus à l'ingénierie de terrain, rompus à la poliorcétique, donc l'art de prendre les villes, l'art de mener des sièges, avec, pour le dire très simplement, l'armée la plus équipée de son temps, en tout cas dans le continent européen et autour de la Méditerranée, l'armée la plus équipée de son temps, avec les techniques modernes, une vraie scientia, une science littéralement du siège, que César maîtrise très bien. D'ailleurs, il y a un chapitre entier de la guerre des Gaules qui est dédié au fait que César fait faire un pont au-dessus du Rhin, et c'est déjà une prouesse technique. Et c'est une prouesse technique parce que c'est le premier à le faire. Voilà, il y a tout un jeu sur la prouesse technique du siège. Et donc, la particularité, c'est que le siège n'est pas un établissement permanent, mais en même temps, il n'est pas si temporaire que ça. Et donc, on a des traces. Et la science de la fouille du siège, elle repose sur la confrontation terrain-texte, et elle est permise justement dans des sites où les Romains sont restés assez longtemps. Des travaux de siège ont été faits. La particularité de ces contestations au XIXe siècle, c'est précisément que, à l'époque, le matériel archéologique, il n'est pas aussi bien séquencé. On ne connaît pas exactement toute la culture matérielle de l'Athènes, qui est la période finale de la culture celtique, l'Athènes finale enfin voilà, on va rentrer dans le détail de chronologie, mais on ne sait pas encore différencier très très bien un armement du 8e siècle, avant Jésus-Christ, d'un armement du 1er. Ce qui fait qu'on va retrouver dans ces iconographies celtomaniaques du 19e siècle, Vercingétorix, grimés, dépeints avec des armes qui correspondent en fait au 7e, 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, des casques qui ressemblent à des casques de la culture hallstattienne plutôt, ou des épées en bronze, qui n'ont absolument rien à voir avec l'équipement celtique de l'époque de la guerre des Gaules, qui en fait ressemble assez à l'équipement romain, en plein de points, notamment les côtes de mailles, les casques. Et donc on a cette tentative de, dès qu'on trouve des gisements d'armement de l'âge du bronze, comme c'est le cas à l'Aise, si je me souviens bien, d'y voir en fait, puisqu'on a beaucoup d'armes, on a en fait le reste d'une bataille. Et ça a été le facteur premier de contestation, disons, d'hypothèses contradictoires et d'hypothèses concurrentes, c'est le fait qu'on trouvait des armes. Et on ne savait pas que ces armes n'étaient pas en fait de l'époque de la fin de l'Athènes et de l'époque de la guerre des Gaules. Ce qui a engendré de fait donc ces contestations, on s'imaginait, on se projetait dans ces armes les restes de grandes batailles, de grands affrontements.
Ces contestations, pour l'essentiel, se sont refermées parce que dès la fin du XIXe siècle, finalement, des arguments probants avaient été apportés. Et pourtant, ça a repris au XXe siècle, notamment autour d'un personnage qui s'appelle André Berthier, qui a, d'abord de façon solitaire, puis dans le cadre associatif, et puis avec un certain nombre de relais également du côté des autorités étatiques, entrepris de montrer que Alésia ne se trouvait pas en Bourgogne, mais sur un site alternatif. Alors, est-ce qu'on peut dire qui était ce personnage et comment ça s'est... Alors André Berthier, c'est quelqu'un qui est particulier. Les détails de sa vie sont assez bien connus, mais pour le dire très simplement, c'est un archiviste paléographe. C'est quelqu'un qui a été formé à l'école des Chartes, et il va passer l'essentiel des décennies centrales du XXe siècle en Algérie, puisqu'il est, je crois, responsable de la délégation archéologique de Constantine, à l'époque de l'Algérie française. C'est quelqu'un qui va mener quelques fouilles, mine de rien. C'est pas parce qu'il est archiviste qu'il ne va pas mener des fouilles, mais il va les mener de fait, d'une certaine façon, en amateur. Il n'est pas archéologue formé de métier, même si, l'archéologie professionnelle dans les années 30, 40, c'est pas encore trop ça. Mais disons qu'il n'a pas de poste universitaire qui lui donne cette fonction de réaliser des fouilles. Pour autant, comme tout érudit, comme toute personne férue de culture antique, de latin, il va pratiquer des fouilles sur une cité romaine d'Algérie, d'Afrique du Nord, Tidis, dans lequel il va trouver des inscriptions, quelques monuments, pas mal de monnaies, enfin bref, il va rapidement publier tout ça, progressivement au cours de sa vie. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'il va s'intéresser, en fait, qu'il va pour la première fois, entre guillemets, sévir, avec encore une fois une controverse de localisation, puisqu'André Berthier va tenter de réformer, d'opérer une vraie révolution copernicienne de la géographie de l'Afrique du Nord antique, en proposant le déplacement de la capitale numide, Cirta, de la ville de Constantine à la ville du Kef. Tout ceci basé sur un raisonnement assez circulaire, une mauvaise compréhension de l'économie du texte de Salluste, notamment qui décrit la guerre de Jugurtha et les campagnes de Marius. Bref, il part d'un texte qu'il retraduit à sa façon, et il va plaquer une économie du texte fallacieuse, il faut le dire, fallacieuse, sur en fait une réalité de terrain qu'il décide de broyer. Il va décider de broyer en fait ce qu'on connaît déjà des sites archéologiques, de la répartition des inscriptions qui donnent en général les noms des lieux, puisque l'inscription ça voyage peu, du corpus monétaire et de la topographie antique déjà établie par d'autres chercheurs avant lui. Le problème de la méthode Berthier, si on veut, c'est de partir d'un texte, de créer une forme de portrait robot du site idéal, une espèce d'idéal type du site qu'il veut localiser, et partant de là, en écrasant un petit peu ce qui le dérange au passage, en balayant un petit peu les sites qui l'embêtent, en balayant certaines données ou en créant des raisonnements complètement échevelés, d'accord, on arrive à formuler une conclusion qui est souvent une révolution copernicienne qui s'effondre d'elle-même. Et ça, c'est vraiment le propre de la méthode Berthier qu'il va, après Cirta, tenter d'appliquer à Alésia, d'accord. Il se fait un portrait robot, une nouvelle fois, avec un certain nombre de critères topographiques qu'il pense être ceux donnés par César dans la guerre des Gaules. Il en établit une liste, une quarantaine de points, et ces quarantaines de points, il va essayer de les appliquer en se faisant livrer des cartes militaires. Il va observer le territoire de très très haut, en fait, depuis l'Algérie, puisque... Oui, ça qui est frappant, c'est que c'est une recherche qui se fait loin du terrain, très très loin, sur la base de cartes, en disant César dit que ça devrait ressembler à ça, regardons sur une carte, trouvons ce qui ressemble à la description que je perçois moi-même de César, que je traduis, que je reconstruis de César. À noter que André Berthier n'était pas lui-même antiquisant, il savait traduire le latin, c'est quelqu'un qui a une formation quand même classique, il n'est pas idiot, il sait lire du latin, mais il a une vision du texte et de l'économie du texte et du fonctionnement d'un texte antique tel que la guerre des Gaules, qui est en fait assez déformatrice. Non seulement il veut l'interpréter de manière ultra-littérale, il lui donne des vertus scientifiques et ultra précises qu'il n'a pas. Bref, il se fourvoie sur l'économie sur lequel du on texte. pourra revenir sur quel crédit apporter à la guerre des Gaules en tant que document topographique. Et surtout, il a une idée. C'est-à-dire que le texte de César, il va le lire d'une certaine manière, parce qu'il a derrière la tête une idée, qui est que Alésia n'est pas Alice Sainte-Reine, qu'il a visité et qui le déçoit. Qui l'a pas impressionné. Qui l'a pas du tout impressionné. Oui, il y a un fonctionnement très psychologique aussi dans cette histoire. C'est pas digne C'est pas de ce champ de bataille où la Gaule indépendante a déposé les armes. Il y a vraiment ça. Or, il s'inscrit dans une longue tradition. On a vu que la querelle, ça a commencé donc, en 1855, donc avant même les fouilles de Napoléon III. Puis ça va se poursuivre. Mais il rentre donc, André Berthier, dans la grande famille de ceux qui veulent que la bataille d'Alésia ait plutôt eu lieu en Franche-Comté, c'est-à-dire en fait dans le territoire des Séquanes. Parce que tout le problème
vient d'un problème textuel. On a une phrase de César dans le livre 7 de la guerre des Gaules qui explique Caesar On va l'apprendre. Hein. cum iter faceret per extremos fines lingonum insequanos. C'est ça. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire alors que César faisait route en longeant les frontières des Lagons, insequanos, en direction des Séquanes, en direction du territoire séquane. Et c'est Michel Rédé, je crois, qui dit que le latin c'est têtu, mais il a raison. In plus accusatif, en latin, c'est le lieu où l'on va, ce n'est pas le lieu où l'on est. Donc c'est pas chez les Séquanes, C'est pas chez les Séquanes, c'est vers les Séquanes. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a aussi d'autres sources, des sources grecques et un peu plus tardives, que Cassius Dion notamment, qui explique, lui il dit en tois Séquanois. Donc lui c'est bien n plus datif, c'est le lieu où l'on est, chez les Séquanes. Donc il y a effectivement un problème avec deux sources antiques qui sont discordantes, mais c'est pas une grande surprise chez les antiquisants qui ont quand même l'habitude d'avoir ce genre de problème. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la critique des sources, puisque on sait bien que rien n'est vrai en soi. Et donc Berthier il s'inscrit dans cette famille de gens qui considèrent que là le texte de César in sequanos en fait il était chez les Séquanes, comme le confirme Cassius Dion. Chez les Séquanes, on trouve Chaudet-Crotenay, c'est-à-dire un site qui paraît à Berthier et à d'autres beaucoup plus adapté, beaucoup plus vaste, beaucoup plus digne, effectivement, d'avoir accueilli cette grande bataille. Il y a des grandes falaises, il y a vraiment des apics, c'est impressionnant. Les rivières sont des torrents, qui ont vraiment un débit impressionnant, puis c'est énorme, c'est très grand. Donc c'est vrai que quand on se dit 60 000 Romains d'un côté, 80 000 Gaulois sur l'oppidum, et puis tout le reste... Il faut de la place. Il faut le bétail, etc., les chevaux. On se dit, voilà, Alésia c'est petit, c'est un relief... Enfin, Alice Sainte-Reine, c'est petit, c'est un relief mou, etc. Alors que Chaudet-Crotenay, c'est immense. D'ailleurs, c'est tellement immense. C'est un problème. C'est un problème. C'est-à-dire que quand on parle de dignité, l'adjectif convient parfaitement à la chose, c'est qu'il y a cette question de où est-ce qu'aurait pu se faire piéger Vercingétorix, c'est vraiment ce grand héros de l'histoire de France, ce premier des Français. Alors, il y a aussi ce biais de confirmation dans l'approche stratégique et tactique de cette bataille d'Alésia. Finalement, est-ce que Vercingétorix était assez bête pour se faire piéger dans un oppidum aussi petit que celui des Monts du Bien? Alors déjà, il n'est pas si petit que ça, on est quand même sur une petite centaine d'hectares. C'est un des plus grands. C'est un des plus grands en fait. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un oppidum? Parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Alors un oppidum, on l'a tous vu dans Astérix. Dans Astérix, paradoxalement, l'oppidum, c'est le camp fortifié romain. Alors certes, en romain dirait plutôt un castrum ou un castellum, mais un oppidum, c'est un site de hauteur fortifié, une ville habitée, fortifiée, et c'est souvent les villes qu'habitent les non-romains, les indigènes, les étrangers, tout un tas de peuples auxquels Rome a eu affaire au cours de sa carrière militaire, on va dire, sa lente expansion autour du monde méditerranéen. Rome affronte en permanence, ou assez régulièrement, des peuples qui vivent dans des oppidums, c'est-à-dire des villes retranchées, fortifiées, sur des hauteurs, en général quelques centaines de mètres d'altitude, ou contrôlant un défilé, une plaine. On en a partout en Italie, on en a partout en Espagne, Numance par exemple. Et quand on dit ville, ça ne veut pas dire que la totalité de la surface est urbanisée de façon continue. Non. Il y a un noyau urbain et puis il y a un territoire qui en dépend. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une organisation civique au sens de civitas ou de police grecque, on est sur des systèmes de confédération, proto-urbanisation, d'accord. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, puisqu'au final, dans les textes qui décrivent la Rome archaïque, on a un rempart qui n'est pas intégralement occupé par la ville. Il faut de la place aussi pour que ce rempart serve de refuge, précisément de refuge en cas de conflit, où on abrite une partie des gens de la campagne derrière le rempart, comme c'est le cas dans le monde romain et grec. Finalement, le peuple athénien se réfugie où pendant la guerre du Péloponnèse? Derrière les longs murs, derrière les remparts d'Athènes. Ça fait beaucoup, 400 000 personnes ou 300 000 personnes dans 250 hectares, mais on les fait tenir. Bon, il y a la peste, ça tue pas mal de monde, mais on arrive à les faire tenir. Donc là, Vercingétorix et ses, mettons, 80 000 guerriers pouvaient se réfugier dans l'oppidum des Monts du Bien, qui est mentionné par César. Il bat en retraite, il se réfugie dans cet oppidum. En fait, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, la situation coursé, l'impose. Il est talonné par César, qui a déjà mis 2-3 tatanes à sa cavalerie en cours de route. Et d'ailleurs, ils ne sont pas 80 000 dans l'oppidum. En fait, la réalité des choses, c'est plutôt que Vercingétorix est obligé de stocker une partie de ses troupes en périphérie, sur les pentes, en créant des retranchements. Ça rentre pas. Ça rentre pas. César le dit. César dit que ça ne rentre pas. Et il se fait très vite évacuer. Non seulement Vercingétorix fait sortir sa propre cavalerie, qu'il envoie d'ailleurs chercher la fameuse armée de secours. Et on parle de quand même
15 à 20 000 cavaliers. En fait, on ne peut pas nourrir ces chevaux et ces 15 000 cavaliers, qui sont en général des gens de haut rang, hein, et ils peuvent, eux, politiquement, aller mobiliser des gens. Donc on évacue d'une part la cavalerie et leurs chevaux, hein. Ils arrivent à partir avant que César ferme la boucle, entre guillemets, mais aussi, alors que César a déjà enfermé l'oppidum, que se passe-t-il? Et ça, César en parle, Vercingétorix fait évacuer une deuxième catégorie de personnes, les civils. Et là, on parle, là aussi, d'une 15, 20 000 personnes environ, que César n'aura absolument pas la clémence de laisser passer par sauf-conduit. Il les laisse littéralement mourir dans le no man's land. Vercingétorix aussi. Vercingétorix aussi, hein, après tout c'est Vercingétorix qui les fait sortir. Mais donc, de fait, cet oppidum qui est en fait assez grand relativement par rapport à ses contemporains, ces oppidums de la fin de l'Athènes, peut tout à fait accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais de fait, il est trop petit, et le texte ne s'en cache pas, puisque une partie des troupes de Vercingétorix campent dehors, une partie sont évacuées, et les civils sont même mis dehors. Et alors, du coup, ça rejoint ce que vous étiez en train de commencer à dire tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont du mal à l'admettre, parce que finalement, ça ne cadre pas avec l'idée du grand stratège Vercingétorix, avec l'idée de quelqu'un qui a élaboré un plan machiavélique pour attirer César dans un lieu où il va le piéger, etc. etc. Ça cadre pas finalement avec cette image d'une armée qui est un peu forcée de faire avec les lieux, de faire avec les contraintes, de battre en retraite de façon sans doute désordonnée. C'est pas glorieux. Voilà, et on sait en fait que la guerre se passe comme ça. Il y a vraiment cette idée effectivement chez les défenseurs d'une alter Alésia qui soit pas Alice Sainte-Reine, de trouver un grand site qui soit à la hauteur du stratège qu'a forcément été notre ancêtre à tous, Vercingétorix. Ce qui est terriblement erroné. Il y a du chauvinisme, patriotisme, oui, mais nationalisme. Il y a un champ on est dans le champ de la croyance. Je dirais c'est à la fois du chauvinisme et c'est aussi sans doute une surestimation de ce que c'est qu'un stratège antique, hein, parce qu'il y a aussi des formes de lecture des sources antiques, pas que d'ailleurs pour le monde gaulois, où on a tendance à attribuer à des personnages comme ça une vision du terrain, un choix absolument... Parce qu'après tout, Vercingétorix est un chef d'État comme les autres à ce moment-là. Pour ces gens-là, en termes de croyance, on fait de Vercingétorix un proto-chef d'État. Le problème, c'est que Vercingétorix, ça doit être très doué, probablement pour sa génération. Si on replace les choses dans leur contexte long, Vercingétorix, c'est quoi? C'est un jeune chef arverne dont la légitimité au sein même de la coalition qu'il mène n'est pas totalement assise, hein. Il fait face aussi à un monde qui est politiquement plein. Le monde celtique, c'est pas des tribus barbares qui prennent les armes en criant. C'est des gens qui ont des rapports diplomatiques, qui se font des ambassades, qui discutent qui ont des institutions. Qui ont des institutions. César parle de Sénat, hein, pour tout un tas de peuples. Ils ont des assemblées. Les Éduins, par exemple, qui vont rallier finalement au dernier moment cette coalition, sont quand même plutôt des alliés des Romains. Oui, c'est à la base, ils ont trahi César au moment de Gergovie, hein, tout simplement. Ils se sont retournés contre eux. C'est-à-dire, c'est une des causes de la défaite de Gergovie pour César, c'est la trahison des Éduins. Bon. Mais Vercingétorix, donc, jeune chef, pas totalement légitime dans ses propres troupes, ou en tout cas soumis à des tensions politiques fortes. Il évolue dans un monde qui suit des peuples celtiques, donc du milieu du 1er siècle avant, et il faut savoir que les Celtes, les Gaulois, au sens large du terme, même si ça ne veut pas dire grand-chose, les Gaulois, hein, c'est les Éduins, les Arvernes, les Séquanes, les Atrébates, les Lingons, etc., etc., les Médiomatriques, on pourrait développer sur 150 peuples différents. Eh bien, ces Celtes n'ont malheureusement pas mené de très grands conflits d'ampleur depuis peut-être 30, 40, 50 ans, et la dernière fois que ça s'est produit, ils se sont pris une défaite contre Rome. Donc ça fait quelques années que la géopolitique et la culture militaire celtique est interdépendante de la croissance de l'Empire romain, de la croissance de l'Empire territorial romain, et surtout qu'elle est rentrée dans le giron, disons, centrifuge de l'influence romaine. Et donc de fait, c'est peut-être un grand stratège pour son âge, c'est quelqu'un qui a été formé aux techniques de guerre en partie dans l'armée romaine, il a été auxiliaire, il a fait partie de ces troupes alliées de Rome pendant un moment, en tant qu'arverne, mais il fait face à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Alors, je ne suis pas un césarien convaincu, mais Jules César, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui... 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, 4 ans après la bataille d'Alésia, va quand même éliminer militairement quelqu'un comme Pompée, qui s'appelle pas n'importe comment, c'est Pompée le Grand, et il va l'éliminer de manière radicale à la bataille de Pharsale. Hein. La bataille de Pharsale, c'est très très simple. En 48, vous avez César qui est en infériorité numérique dans un rapport de 2 à 3, hein, c'est-à-dire qu'il a 2 fois moins d'infanterie, 3 fois moins de cavalerie que son adversaire, mais César s'en tire avec quelque chose comme 500 morts et fait 15 000 morts et 24 000 prisonniers dans l'armée de Pompée. César est loin d'être un bleu. En 52, il a... plusieurs années d'une dure guerre contre des Gaulois qui sont loin d'être des amateurs militaires, tout de même. Il a mené plus de 300 sièges, si on en croit les textes, hein, si on veut bien donner crédit aux textes. Il a probablement éliminé au combat et au cours de ces dévastations peut-être 1 million de personnes.
César est absolument pas un bleu de la guerre, et c'est pas que Vercingétorix est nul, c'est que César est très fort. Il est très fort pour son temps, puisqu'il a avec lui quand même une armée exceptionnellement formée. Je rappelle, l'ingénierie, la technique de guerre, la discipline romaine, elle est là pour faire en sorte que Vercingétorix soit pris au piège. Le siège donc mené par César à Alésia, on en a depuis les années 90 une vision renouvelée parce qu'il y a eu de grandes campagnes de fouilles, notamment l'équipe franco-allemande, qui ont apporté de nouveaux éléments. Alors d'abord c'était une fouille franco-allemande et c'était volontaire pour éviter l'accusation de fouille franco-française qui travaille sur la première page de l'histoire de France. Donc ça c'est un premier point, éviter ce type de critique par anticipation. Ensuite c'est un objectif qui consistait à vérifier la qualité des fouilles qui avaient été menées dans les années 1860. Et globalement, ça a conclu à la bonne qualité de ces fouilles. Alors ça a été évalué de manière fine. On a pu évaluer la qualité de la documentation établie par tel ou tel, les moments où c'était plus rapide, les erreurs qui ont été commises, bien évidemment. Et puis ça a permis d'utiliser les moyens modernes de l'archéologie, et c'est-à-dire des fouilles planimétriques, ce qui n'avait pas été fait ou très très peu sous le Second Empire. Sur tous les camps de hauteur, on ne pouvait pas s'en sortir avec des systèmes de tranchées. Donc là, il y a eu des systèmes à la fois de fouilles et de prospection, d'utilisation de détecteurs de métaux, avec des archéologues bien sûr, et des autorisations de l'État. Mais bref, toute une batterie de techniques modernes qui ont permis de compléter, de préciser. Oui, il y a eu des analyses sur la faune, les os des chevaux. Sur les os de chevaux. Ça avait été complètement négligé. Ça c'est un point important parce que ça tend à accréditer également Alésia, puisqu'il y a des chevaux à la fois gaulois, germaniques, romains. En fait, si on veut faire très très simple, admettons qu'Alice Sainte-Reine n'est pas Alésia. Partons de là. Partons de là, supposons ça. On trouve à Alice Sainte-Reine, que ce soit au 18e, on commence à trouver des choses. Au 19e, des inscriptions mentionnant un toponyme s'appelant Alysia. Dans la documentation tardo-antique, l'indication que ce lieu s'appelle le pays des Alysiens, ou des Alésiens, le Pagus Alysientes, Alysienses. On trouve des jetons, des petites tessères, sur lesquels on trouve l'ethnique des habitants de la cité, qui n'est pas vraiment une cité, mais en tout cas de ce Pagus, si on veut, de cette subdivision administrative. On trouve sur ce site un oppidum, donc un terrain de hauteur fortifié par un murus gallicus, un type de fortification que César décrit comme étant typique des Celtes. On trouve sur ce site, qu'on le veuille ou non, environ 40 km. C'est pas rien 40 km, on parle quand même d'une distance qui se franchit à pied en une journée entière. 40 km de lignes de siège, comprenant des fossés, des chausse-trappes, donc des pièges à chevaux, des trous de loups, un certain nombre de tours, des portes, des diverticules, des campements. On trouve sur ce site le plus grand gisement d'armement des années 50 avant Jésus-Christ. Gisement d'armement connu au monde, le plus grand au monde, disons en Europe occidentale, comprenant de l'armement romain, celtique et germanique. On trouve sur ce site des monnaies d'un peu tous les peuples de la Gaule, à un moment où ils ont dû être forcément ensemble, sachant que la circulation monétaire est un fait historique bien documenté, la monnaie ne circule pas n'importe comment. Y compris au type de Vercingétorix. Et précisément, on trouve sur ce site des monnaies frappées au type du Vercingétorix, donc un jeune homme, un berbe avec des belles boucles, reprenant finalement le portrait un peu hellénistique. Mais ces monnaies ne sont pas frappées n'importe comment. Ce sont des monnaies frappées en laiton. Probablement en fait des monnaies qu'on appelle traditionnellement dans le jargon des monnaies obsidionales, des monnaies frappées lors d'une situation de crise, de siège, des monnaies finalement frappées comme, disons, entre guillemets, contre-marque pour dire, bon, si jamais on gagne, on n'a plus d'or pour frapper vos monnaies, mais si jamais on gagne, je vous paierai avec des monnaies sonnantes et trébuchantes. On réutilise le métal qu'on a sous la main parce qu'on ne peut pas frapper normalement. Quand on se fait enfermer par surprise dans un oppidum et qu'on n'a pas avec soi forcément toute sa trésorerie d'origine, mon assez quoi monétaire, on frappe avec ce qu'on peut pour garantir à ses soldats la paye, la solde, si on veut, plus tard. On trouve sur ce site aussi des balles de fronde, qui sont des armes utilisées par un peu tous les peuples de cette époque, mais en particulier par les Romains, des balles de fronde dont certaines portent comme inscription le nom d'un des généraux de César, d'un de ses lieutenants, Titus Labienus. Donc il faudrait trouver et expliquer quel site serait donc un oppidum assiégé par un homme, au moins s'appelant Titus Labienus, ayant appliqué 40 km de fortification, ce qui correspond en fait aux distances que donne César pour ses circonvallations et contrevallations, ayant appliqué plusieurs dizaines de peuples de la Gaule,
donc des Gaulois, des Germains, puis des Romains, ayant appliqué Vercingétorix, en sachant qu'un chef de guerre celtique, ça ne se déplace pas comme ça à loisir. Site qui, par la suite, au 1er siècle après Jésus-Christ, au 2e après, continue de s'appeler Alysia, qui s'appelle toujours dans l'Antiquité tardive le pays des Alysiens, dont on suppose dès le Xe siècle qu'il est le lieu du siège de César. Bon, ça fait beaucoup d'éléments convergents pour dire que ça n'est pas Alysia. Ça fait en fait une vérité historique, et c'est ça qui est très frappant, c'est que cette vérité historique que vous décrivez parfaitement, hein, une accumulation quasi incomparable. En fait. Non seulement une accumulation, mais une convergence, parce que si c'est que de l'accumulation, on pourrait dire il y a plus d'arbres ici, plus d'arbres là. Là, c'est une convergence de sources différentes et de correspondances textuelles et matérielles qui font qu'il n'y a pas de doute véritablement possible. Ce qui est frappant, c'est qu'à cette accumulation-là, un certain nombre de gens continuent d'opposer des lectures de textes, des lectures de César réductrices. Alors, j'aimerais vous interroger sur ce point. Moi, je suis toujours frappé par ces gens qui prennent les sources antiques un petit peu comme des guides du routard en pensant que ça donne des indications et qu'on peut comme ça se repérer. Alors c'est un petit peu ce que faisait Schliemann avec l'Iliade finalement quand il allait chercher où étaient Troie, mais là c'est vraiment poussé à un point extrême parce qu'on pense que César a réellement compté lui-même les pas qui séparent chacun de ces fortins. On n'a pas normalement cette naïveté-là. Quand on lit Hérodote, on sait très bien que les chiffres qu'il donne pour l'armée perse, c'est des chiffres extraordinairement gonflés. On n'est pas dans un rapport statistique. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on continue à traiter César comme s'il faisait la statistique exacte ou comme s'il était un guide topographique qu'on pouvait utiliser ainsi ? Mais oui, c'est exactement le problème. Le problème, il est effectivement le rapport au texte et la primauté du texte sur l'archéologie. Donc les tenants des autres Alésiae ont des rapports au texte qui sont compliqués. C'est-à-dire que globalement, comme ils ont une thèse, ils font dans l'hypercritique, c'est-à-dire ils ont une thèse à détruire et une thèse à promouvoir, une thèse à défendre. Pour la thèse à détruire, elle va être vraiment examinée avec une minutie extrême et chaque point va être décortiqué, pinaillé, et dès qu'il y aura l'ombre d'une incohérence ou d'un non-dit, on va considérer que ce problème-là détruit la totalité de la démonstration et du dossier, et le dossier archéologique d'Alésia. Oui. Alice Saint-Traite on lisse totalement à l'horizontale l'ensemble des données de l'autre pour créer une démarche hypercritique qui finalement ressemble à ce qu'on trouverait dans le négationnisme. Oui, c'est-à-dire que puisque l'information X dans la source A est contredite par une information Y différente dans la source B, l'ensemble du système explicatif, l'ensemble de l'échafaudage devrait s'effondrer puisque j'ai décidé que cet élément X contredit entre A et B, d'accord, est la base de tout le raisonnement, comme s'il n'était que seul, qu'isolé. Et évidemment, ça c'est à sens unique, c'est-à-dire qu'il l'applique à la thèse qu'il souhaite combattre, à Lise, mais il ne l'applique pas à eux. C'est-à-dire que quand il s'agit pour la défense de leur propre thèse de dire que César, quand il dit in sequanos, finalement il vaut mieux aller prendre Cassius Dion qui dit entoi sequanois parce que ça correspond. Là, César, c'est pas important. Par contre, quand il s'agit de faire le portrait robot, César, ça devient Villèle de la Blache, le texte sacré. Et là, on va dire, c'est un lieu très élevé. Or, Chaudet-Crotenay est plus élevé qu'Alice Saint-Traine. Donc ça peut pas être Alice Saint-Traine. C'est entouré, donc César dit que c'est entouré de collines sur tous les côtés, sauf une plaine devant, ce qui est assez vague et qui correspond à Alice Saint-Traine et à une multitude d'autres sites. Oui, parce que Berthier, quand il fait son portrait robot, avant d'arriver sur Chaudet-Crotenay, il n'en a pas qu'un des sites, il en a près de 300. Quel portrait robot permet efficacement de donner une identification quand on en tire 300 sites ? Si on veut lire d'une manière très surinterpréter César, qu'on est amené à dire que Alice ne correspond pas. Mais si on lit César normalement, le site d'Alice correspond, comme correspondrait d'ailleurs beaucoup d'autres, puisque César, il n'est pas là pour qu'on puisse retrouver Alésia à partir de ce qu'il en dit. Il est là pour dresser la toile de fond de la bataille. Oui, et en cela, là où il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises dans la lecture de ce texte, c'est l'économie générale de ce texte. Comment est-ce qu'un auteur comme César pense son écriture ? César, là, c'est quand même assez classique ce qu'on va dire, mais César c'est un militaire, mais c'est pas vraiment qu'un militaire, c'est quelqu'un qui a une éducation aristocratique éminente, il parle le grec, la plupart des citations célèbres de César qu'on lui met dans la bouche, tout quoquemifili, etc., en fait il les dit probablement plutôt en grec, parce que c'est la langue des aristocraties romaines qui parlent entre elles au 1er siècle avant, et même au 2e avant. Bon. César c'est quelqu'un qui discute, qui échange des lettres avec les plus grands intellectuels de son temps. Il a une correspondance avec Cicéron, il connaît des grammairiens, des rhéteurs,
c'est quelqu'un qui est lui-même versé dans la composition littéraire de son récit. Son récit n'est pas un banal rapport de guerre qu'un militaire austère écrirait du fond de sa tente couvert de boue et de sang après une bataille, une effusion de guerre. Non, c'est quelqu'un qui compose son récit à destination d'une certaine catégorie de lecteurs. Cette catégorie de lecteurs, c'est l'aristocratie romaine, c'est les sénateurs, qui, pour beaucoup, ont vu le combat. Pour beaucoup, ils ont fait la guerre, soit ils ont fait les guerres civiles, Marius et Sylla, soit ils ont participé à telle ou telle campagne de Rome à l'étranger, mais pour beaucoup d'autres, qui se destinent plutôt à des carrières juridiques ou des carrières, disons, des lettres, comme Cicéron par exemple. Cicéron n'est pas un grand chef de guerre, il est plutôt connu pour autre chose. Il cherche à composer aussi un récit qui ressemble à ce que c'est qu'un récit de siège. Et César se nourrit en fait d'une tradition du récit de bataille qu'il n'invente pas. Il reprend des récits comme finalement le récit du siège de Scipion Émilien à Numance, qui est antérieur de 80 ans et qui est un petit peu le grand-père du siège d'Alésia en termes de technique avec des circonvallations, etc. Donc César, il n'écrit pas une description de géographie physique de la fin du 19e ou du début du 20e, où on va calculer le moindre pas, le moindre chose. Non, César, il donne une description volontairement générale, générique de son siège, pour qu'on se fasse une idée, pour qu'un sénateur moyen, un aristocrate moyen, se fasse une idée de ce que c'est que cette bataille, d'après ce que lui, il sait de l'art de la guerre. C'est-à-dire, parfois pas grand-chose, parfois pas mal, parce qu'il a vu d'autres sièges. En sachant aussi qu'il faut que ce soit une idée à la fois plausible, parce qu'il y a d'autres informations qui parviennent à Rome, donc il ne faut pas qu'il puisse être démenti, et en même temps une information qui soit un minimum valorisante pour lui, donc qui soit ni fausse, ni négative à son égard, et tout ça, c'est des contraintes d'écriture qui pèsent sur le texte. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce qu'on appelle l'art de la déformation historique. Quel titre d'ailleurs d'un ouvrage. Oui, c'est donc une thèse de Michel Rambaud à l'université de Besançon qui a fait date. Et effectivement, César, c'est un génie d'abord littéraire. C'est quelqu'un à qui on attribue un traité de grammaire. Il a un usage de la langue, une pratique de la langue extrêmement pure, épurée, efficace, qui fait qu'on ne le voit pas intervenir alors qu'il est là partout. C'est dans l'ordre des mots, c'est dans des non-dits, c'est dans le déplacement chronologique de compléments circonstanciels à l'intérieur de la phrase. Et c'est extrêmement brillant, mais on a en réalité un texte qui est rempli de César, alors qu'on a l'impression de lire le texte le plus plat, le plus objectif du monde. Un texte qui m'a toujours fait rire chez César. Un texte qui m'a toujours fait rire chez César, c'est César fit faire un pont. C'est un passage où César fait faire un pont, fait construire par ses troupes un pont sur le Rhin. Caesar pontem fecit, au moment où il devient pontifex maximus. C'est littéralement celui des prêtres le plus haut quasiment de la hiérarchie religieuse romaine, celui chargé de faire le pont avec les dieux. Donc c'est un jeu de mots et un programme politique en soi. César manipule la langue avec une habileté, une aisance qui fait vraiment pas de lui un rustre militaire. Voilà, c'est avant tout un littérateur aussi un écrivain. Alors tous ces éclairages sur l'archéologie, sur les textes, nous permettent de comprendre pourquoi, effectivement, il n'y a pas de doute, et à vous entendre, toute personne rationnelle pourra admettre la réalité. Mais on comprend bien que l'économie de la connaissance ne marche pas exactement comme cela, que la manière dont les connaissances circulent, sont construites, sont appropriées par les gens, fonctionne différemment, et donc il y a aussi un autre espace qui est celui de la validation des théories, de la validation des idées. Et dans cet espace-là, le paradoxe, c'est que, vous l'avez dit, il y a un consensus scientifique en termes de publication qui porte vers Alicyntrène, Alésia, mais paradoxalement, c'est ça qui fait dire à certains que, bien évidemment, que les scientifiques ont tous intérêt à aller dans le même sens, et donc ceux qui vont contre ce consensus sont des martyrs intellectuels, exclus de la science officielle, etc. Donc c'est très gênant pour nous qui travaillons l'histoire, parce que nos instances de validation, nos modes de validation, qui sont des publications dans des revues savantes, etc., sont vus par des gens extérieurs à ces procédés comme des instances de domination des croyances hétérodoxes. Oui, il y a cette procédé rhétorique qui consiste à créer une position de blâmé et de blâmeur, une position de domination presque sociale entre les mandarins, ceux du complot, et ceux qui en sont exclus. C'est vous, c'est nous, les mandarins. Et encore, moi je suis pas vraiment un mandarin, je n'ai pas de poste. Oui, mais tu fais partie. Je fais partie. Tu as été traité de prête-plume sur un blog, le blog de Daniel. On m'a qualifié de prête-plume, de Staline de l'histoire, finalement comme si j'essayais de purger les choses comme en 36. Bref, non, il y a tout un tas de figures de style qui consistent à construire finalement des positions de victimes d'une science officielle, d'une science décidée en amont, alors qu'en réalité, l'essentiel de ces théoriciens
ou scénariste plutôt en réalité, de ces alter alésia, parce qu'on peut plutôt parler de scénario que de théorie, puisque une théorie repose sur un fond. Oui, c'est pour ça que le mot théorie du complot est pas très bon Voilà, non plus. on parle plutôt de scénario du complot. Exactement. Dans ce cas-là, Scénario, il y a un scénario puisque l'essentiel de ces alter alésia, appelons-les comme on veut, aucun mot nouveau et aucun mot n'est totalement nul, ces scénaristes racontent une histoire. En fait, il y a un storytelling, pour prendre ce néo-barbarisme anglais, hein, il y a une narration, une narrativité de comment les choses en sont arrivées là. Une sorte de révélation finalement, hein. Pour André Berthier, il y a une révélation, il a compris, il a vu que Alésia n'était pas là. Et de cette révélation, comme si d'un coup un ange apparaissait dans le ciel et disait voilà, il y a effectivement une tu anecdote libéreras la France. qui est racontée par sa famille, où il crie Eureka et il rassemble sa famille, mais c'est vraiment... J'ai trouvé où n'était pas Alésia. raconté comme ça par sa fille. Oui, il y a vraiment un peu comme finalement on ferait autour de Laurent Deutsch, hein, ce jeune, en fait pas si jeune que ça, mais bon, voilà, qui donne l'apparence d'un jeune amateur, mais qui est passionné, et puisqu'il est passionné, il est intéressant, et puisqu'il est intéressant, il raconte des bonnes choses. Hein. Et des choses que les historiens officiels ont intérêt à cacher. Et le principe de tout ce scénario du complot, c'est que la négation même du complot fait partie du complot. Et là, on sort de tout processus de validation des connaissances, puisqu'il n'y a ni falsifiabilité, ni vérifiabilité dans un scénario du complot. On ne peut pas prouver que c'est faux, puisque même les preuves administrant sa falsification, d'accord, sont déjà elles-mêmes falsifiées. Donc il y a une tautologie, hein, un aspect circulaire dans ces scénarios du complot, accusant d'autres d'être des mandarins, parlant de théories officielles. Rien que le pouvoir des mots est fort, en parlant de thèse officielle. C'est pas une thèse, c'est un fait. Une thèse proposerait une hypothèse, proposerait un résultat avec une administration de la preuve qui pourrait être contestée sur pièce. Mais la thèse de la localisation d'Alésia à Sainte-Reine n'est pas tant une thèse qu'un résultat. Qu'un fait. Et ça, Pour c'est l'instant, très c'est un important parce résultat. qu'il y a des faits historiques, n'en déplaise à un certain nombre de gens. Il y a des faits historiques et celui-ci en fait partie. Alors, pour compléter ces faits historiques, on voit bien que les lieux où ils sont contestés, ce ne sont pas évidemment les lieux universitaires, académiques, les grandes revues, etc. Ce sont les réseaux sociaux, ce sont des blogs, c'est en ligne, etc. Et du coup, il y a un lieu qui est par moment une foire d'empoigne autour de ces questions. C'est Wikipédia, parce que Wikipédia, par sa nature participative, collaborative, chacun peut tenter d'y insérer son point de vue sur les choses, et en même temps, Wikipédia a des règles qui font que, en dernière instance, les faits doivent y prévaloir. Alors, vous-même, Clément, vous avez tenté de faire exister cette question et d'y contredire un certain nombre de choses qui n'étaient pas justes. Oui, je suis absolument pas le premier à l'avoir fait d'ailleurs. Hein. La question des articles wikipédiens autour de la chose Alésia, la question Alésia, est ancienne. En fait, elle est quasiment aussi ancienne que l'encyclopédie. Pour rappel, Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative, libre, fondée sur la participation de un peu qui veut. Hein. C'est plutôt positif en réalité, c'est pas négatif en soi, à l'écriture d'articles. Mais Wikipédia a elle aussi une hiérarchie des normes, si on veut, qui permet de définir les modes de contribution, ce qu'on peut y écrire et ce qu'on ne peut pas y écrire, la façon dont on le fait. Il y a les principes fondateurs, collaboration, liberté, etc. Il y a des règles, il y a des recommandations, il y a des principes philosophiques généraux qui permettent de guider les contributions. Il y a en fait toute une façon d'écrire un article sur Wikipédia. Bon. Et on peut très rapidement contourner en réalité ces règles si on les connaît très bien, si on est très malin, pour faire de la mise en avant de point de vue, mais de la mise en avant de point de vue sous apparence de neutralité. Hein. On veut dire que le débat a eu lieu, et que ce débat existe encore, on peut le faire prétendre sur Wikipédia si on est assez malin. Bon. Moi, pour ma part, j'ai trouvé une situation qui était celle-ci il y a environ 2 ans, où l'essentiel des articles fonctionnaient entre eux. Certains contributeurs avaient organisé, si on veut, le truffage, hein, le fourrage, hein, comme pour parler pour les fausses monnaies, on fourre des monnaies avec du mauvais métal, avait organisé le truffage et le fourrage d'un certain nombre d'articles, de paragraphes entiers sur la vie d'André Berthier, le génie d'André Berthier, sur ses premières théories en Afrique du Nord, et finalement sur ce parcours, ce storytelling qu'ils essayaient de construire pour laisser aux lecteurs, qui se laisseraient porter d'article en article, siège d'Alésia, historiographie du débat sur la localisation du siège, André Berthier, Daniel Porte, qui, en ne lisant que ça, pourrait tout à fait se laisser tenter et laisser croire qu'il y a une équivalence entre 2 théories, hein, alors qu'en fait il n'y a pas de théorie, il y a un résultat et un scénario, pour le dire très simplement. Et donc, au regard des règles de Wikipédia, notamment, qui est de ne pas utiliser de sources primaires, mais de n'utiliser que des sources secondaires ou des sources tertiaires, validées par des processus de contrôle du savoir, ou en tout cas d'examen critique du savoir. En histoire, par exemple, en archéologie, sur Wikipédia, il faut utiliser au maximum
des revues à comité de lecture, des ouvrages publiés dans des collections scientifiques, pas par exemple dans la maison Pygmalion, qui n'est pas une maison scientifique, pour ne citer que celle-ci, au mieux, au maximum, dans l'idéal, il faut citer non pas des articles de presse pour l'histoire, ça peut arriver pour plein de sujets, mais au maximum donc des ouvrages qui ont un écho universitaire, et les articles Wikipédia doivent respecter une certaine proportionnalité de l'information telle qu'elle est représentée en fait dans la bibliographie. Si 99,9% des revues, ouvrages, articles au monde disent qu'il existe un réchauffement climatique anthropologiquement induit par l'homme, d'accord, Wikipédia doit relever, doit évoquer à 99% cette théorie. Et seulement le quelques pourcentage qui reste en termes de volume de mégaoctets qui sont utilisés, seulement le reste aux éventuels dissidents de cette théorie. Et bien pour Alésia, ce n'était pas le cas. Quand je suis pas tout seul avec mes petits bras, on a été plusieurs à s'attacher à ce problème, et d'autres avant moi y avaient commencé, notamment des enseignants qui contribuaient sous pseudo, à essayer de rétablir cette proportionnalité, à essayer de neutraliser des paragraphes entiers qui disaient que oui, il existe un doute, il subsiste un débat encore dans le milieu scientifique. Finalement, à travestir la réalité de qu'est-ce qu'un fait, et surtout qu'est-ce qu'un fait scientifique, et qu'est-ce qu'un fait scientifiquement validé, reconnu, examiné surtout par des pairs. Parce qu'il ne s'agit pas de donner un tampon pour dire ce fait-là est vrai, mais c'est de dire que ce fait-là est probablement bien construit en termes documentaires. Il est vrai parce qu'il est fondé sur des règles partagées. Voilà, il est vrai parce qu'il est fondé sur des usages de la vérité. d'administration de la preuve. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'effectivement, on a d'un côté des gens qui pratiquent la critique des sources, que ce soit des historiens ou des archéologues, et de l'autre, des gens qui vont être dans un doute acharné, dans l'hypercritique. Et c'est Charles Seignobos qui disait l'hypercritique est à la critique ce que la finasserie est à la finesse. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on va chercher la petite bête et attaquer chaque détail comme si ça allait tout faire exploser. La balle de front de Titus Labienus, donc c'est écrit T. Labi. Il y a un article à moitié humoristique d'ailleurs de Daniel Porte sur la question. On voit pas bien le bas du B. Voilà. C'est le verre est dans le fruit. C'est une balle de front qui a 2070 ans. Voilà. Et donc, oui, mais voilà. Et donc, elle explique que T. Labi, on n'en sait rien, c'est peut-être écrit à la RIC. Les monnaies, il y a une monnaie de Vercingétorix, on sait qu'elle a été achetée aux enchères et qu'elle a été mise à l'époque du Second Empire dans les collections d'Alise. Voilà. On sait qu'effectivement, ça c'est une imposture, on sait exactement comment ça s'est passé, tout est retracé, du coup, cette monnaie, on la sort du dossier, on la prend plus en compte. De toute façon, il y en a d'autres. Donc, de toute façon, c'est pas un problème. Ça ne changeait rien. Mais bon, donc ça, on dit, les monnaies, il y a des trucages. Tout est faux. Les fouilles du Second Empire ont été inventées pour plaire à Sa Majesté Napoléon III. Il y a toute une Alysia, l'inscription de 1839 qui a été découverte, qui s'achève. Donc c'est du celtique, mais ça finit par Inalysia. Donc on comprend bien ce que ça veut dire, même si on n'est pas spécialiste de langue gauloise. Ça veut dire Alésia. Eh bien, ils nous disent, c'est pas Alésia, c'est écrit Alysia. C'est donc une autre ville. Donc, comme disait Clément tout à l'heure, c'est une autre ville qui s'appelle Alysia et non pas Alésia, dans laquelle il y a eu en 50 un siège avec Labienus, tous les Gaulois de la coalition, Vercingétorix, etc. Bon. Il y a un paradoxe aussi là-dedans, c'est que pour de vrai, et je le dis en tant que jeune chercheur n'ayant pas de poste, voilà, comme beaucoup de mes contemporains, des gens de mon âge, on aimerait avoir un métier, avoir un travail de chercheur. S'il y avait une Alésia réelle à trouver en dehors d'Alice Sainte-Reine, ça ferait longtemps qu'on l'aurait trouvé. Quelqu'un qui pourrait faire sa carrière entière là-dessus, il découvrirait un magot scientifique monstrueux, d'accord ? Parce que si le poteau rose existait vraiment, trouver la vraie Alésia ne demanderait pas tant de moyens techniques que ça, en réalité. Quelques prospections aériennes, un peu de lidar, quelques prospections pédestres. Vous savez, un site qui livre de la céramique lathénienne des années 50, une fois qu'on l'a trouvé en prospection pédestre, on commence à s'intéresser à la chose, à voir s'il n'y a pas des remparts, si c'est un oppidum. Bon, on le trouverait assez vite si on voulait vraiment le chercher ailleurs, s'il y avait vraiment des raisons de le chercher ailleurs. Mais le fait est que non. Et surtout, le problème, c'est que l'argent dans la recherche étant tellement rare, on ne peut pas le consacrer aux quelques 10, 15, 20, 30, 50, 600, 2000 autres communes qui disent « ici c'est Alésia ». En sachant que des gens des communes qui se sont revendiqués communes, j'en veux pas aux maires de ces communes, c'est pas les maires qui ont fait ça, ce sont des gens.
on a situé ça un peu partout, y compris à Alès, dans le sud de la France, alors que ça n'a rien à voir. À Alès, il y a en effet des très beaux sites, probablement des très beaux tumulus de l'âge du bronze, parce qu'on y a trouvé des épées, des haches, etc. Mais il n'y a pas de siège d'Alésia. Donc il y a aussi ce problème. Aluse, Isère-Nord, Novalaise, il y a Guillon, Salins-les-Bains évidemment. Enfin, toute une galaxie. Ceux qui sont connus. Une galaxie de sites. Je crois que Michel Reyder en recense plusieurs milliers. Je crois qu'au moins une journée se sont dit c'est peut-être chez nous. Il y en a vraiment plein partout. Avec ce paradoxe de vouloir à tout prix qu'une grande défaite nationale ait eu lieu sur son sol. Oui. Évidemment, on peut se poser la question du sens que tout ça représente. C'est vrai qu'Alésia, historiographiquement, ça décolle vraiment avec Sedan. Finalement, c'est après Napoléon III que ça va rentrer dans le Lavis, que ça va vraiment... Avant, il n'y avait qu'un Gaulois, c'était Brennus, parce que c'est celui qui avait vaincu les Romains. Vous pouvez être fiers de celui-là. En tout cas, ceux qui se réclament d'être Gaulois. Mais après la bataille de Sedan, il y a cette défaite d'Alésia, qui est une défaite fondatrice, une défaite qui, dans le fond, permet une impulsion, un redémarrage. Comme pour la Troisième République. Il y a une inscription d'ailleurs très très drôle sur la gare de Vénarel-les-Laumes, il y a une plaque qui dit en substance que merci Vercingétorix de s'être rendu, merci au chef gaulois d'avoir livré Vercingétorix. Au fond, l'abandon de la résistance, c'est paradoxal parce que l'inscription date de juste après la Seconde Guerre mondiale, mais finalement, d'une certaine façon, la romanisation, entre guillemets, c'est un concept qui est critiquable, qui est discutable, la mise en coupe réglée, la mise en province, la conquête de la Gaule, tout simplement des Gaules par Rome, en s'ouvrant aux lumières de Rome et de la Grèce, permet à la Gaule de résister aux Germains. On a la même mémoire ambiguë avec la statue de Vercingétorix qui a été élevée sur le Mont Ossois. Donc c'est en 1865. On a Vercingétorix qui est donc quand même celui qui a perdu la bataille, jusqu'à preuve du contraire. Et donc on lui élève une statue, il a plus ou moins les traits de l'empereur, et donc c'est écrit sur le socle qui a été réalisé par Viollet-le-Duc. La Gaule, unie comme une seule nation, peut seule défier l'univers, ou quelque chose comme ça. Bon, enfin c'est intéressant. Alors, défier l'univers et tout perdre à 240 000, plus 80 000 contre 60 000. Voilà, c'est ça. Alors, on voit qu'il y aurait toute une émission à faire sur les usages évidemment de nos ancêtres les Gaulois, et on pourrait conseiller à ceux et celles qui nous écoutent les ouvrages notamment de Jean-Louis Bruno sur la question. Ce serait une autre émission. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que pour finir, il y a un conseil de lecture qu'on pourrait donner aux éditeurs, aux éditrices sur ces questions, ou sur d'autres éventuellement, mais sur cette période? Oui, effectivement, sur la question d'Alésia, il y a une publication de bon niveau et qui est à destination du grand public, qui est l'ouvrage de Michel Reyder. Alésia, l'archéologie face à l'imaginaire. C'est très agréable à lire, c'est écrit pour le grand public. Oui, puis ça aborde la question des altères Alésia. Il y a Salins-les-Bains, Chaudet-Crotenay évidemment. Oui, avec d'ailleurs des documents d'archives issus des fouilles menées par André Berthier, parce qu'il a réussi à faire quelques fouilles à Chaudet-Crotenay dans les années 60, en contournant un petit peu l'administration officielle des Antiquités nationales. Et donc il y a quand même des extraits assez intéressants, voire même drôles, si ce n'était pas triste, des travaux d'André Berthier, donc vus, montrés sous un vrai jour, sous le jour de ce que c'était que les travaux de Berthier dans cet ouvrage. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.